introduire un peu le thème et nous orienter un peu sur sa vision. Merci, monsieur le modérateur. Surtout, je voudrais quand même qu'elle soit un peu orientée vers l'entrepreneuriat des jeunes. Ok, merci, monsieur le modérateur. Merci encore une fois aux organisateurs de cette panel assez important qui vient, comme tout le monde a déjà dit, à un point nommé et surtout dans la vie de nous, les individus, et aussi pour les entreprises. La résilience. Je pense que comme le CG a déjà dit, la résilience, c'est la capacité que nous avons tous, nous les êtres humains, à faire face à une crise pour rebondir, pour recommencer, pour étaper. Mais surtout, la résilience, c'est un choix à faire. C'est un choix que chacun de nous est appelé à faire. Et c'est assez intéressant de voir comment l'être humain, vous imaginez à la veille de Covid-19, si on nous avait dit qu'il va y avoir une pandémie demain, je pense que 99% vont dire oh, pandémie, fait quoi? Exactement. Mais on était frappé par quelque chose qui n'était... Parce que la plupart du temps, quand on est en face d'une crise, ce soit une crise que nous avons participé peut-être à quelque chose qui est arrivé, une maladie, une mort ou quelque chose comme ça, une perte de quelqu'un qui est proche ou quelque chose comme ça. Mais une maladie globale qui ne s'est pas annoncée, que personne ne sait même pas comment ça a arrivé, a frappé le monde et a fait dormir tout le monde. C'est-à-dire que ça a fermé toutes choses et tout le monde commence. Il n'y avait pas pendant cette... je me rappelais qu'il n'y a pas de grands pays, petits pays à ce moment. Chacun cherchait comment il va survivre, comment il va sauver son pays. Et c'était, comme on dit en anglais, un lève-la-croix. Tout le monde était là et dit, mais Covid-19, c'est quoi? Il n'y avait pas une maître quelque part qui va nous dire, ah, c'est comme ça, il faut gérer, parce que tout le monde était dedans. Donc, Covid-19 nous a montré que la résilience, vraiment, c'est un choix qu'on doit faire à tout moment. Et il faut y préparer dans votre mentalité à chaque fois. Et je peux dire que ce que, par exemple, ici au Togo, m'a vraiment... c'est vraiment éveillé par le fait qu'on a vu les jeunes entrepreneurs tout de suite essayer, après l'initiale confusion, essayer de devenir des producteurs de masques, exactement, producteurs de savons liquides. Moi-même, dans mon bureau, mes gens ont fait des recyclages, ils sont venus me dire, mais Madame Higué, on doit préparer les savons et tout ça, là, parce qu'on était à la veille d'une campagne sur les transformations des déchets. Donc, on a utilisé ça comme des éléments importants. Merci Madame Higué. On reviendra là-dessus. Est-ce que la volonté suffit pour aller vers le concept de résilience? Il y en a beaucoup qui ont la volonté de réussir, la volonté, mais il y a peut-être derrière de la détermination, des prérequis. Nous allons envoyer la parole vers le professeur Kako Nubukbo pour introduire le thème et nous dire un peu, partager un peu une expérience avec nous sur les changements structurels dans le monde. Vous avez la parole, professeur. Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour cette belle initiative, saluer mes amis, Madame Higué et Monsieur Tchodier, dire le bonheur que j'ai à échanger avec Monsieur Yves Ezui et Monsieur Dave. Je crois que l'essentiel vient d'être dit à la fois par Monsieur Tchodier et Madame Higué. Monsieur Tchodier a parlé de la capacité de résistance et d'adaptation et Madame Higué a complété avec l'idée du choix. Et donc, dans le même ordre d'idée, je pourrais dire que la résilience, c'est la faculté à faire face aux différentes incertitudes. Et c'est très intéressant de parler de ces incertitudes parce que
à la fois en biologie et tous les débats qui a eu lieu depuis le XVIIIe siècle avec Darwin et Lamarck, on voit que seules les espèces qui s'adaptent arrivent finalement à survivre. Et donc, nous n'échappons pas à cela, puisque même dans le domaine de l'entrepreneuriat, seules les entreprises qui arrivent à s'adapter à leur environnement survivent. Il y a des entreprises qui meurent. Vous voyez? Et donc, cette capacité de résilience renvoie, à mon avis, à deux facultés intéressantes. La première, c'est bien identifier les risques et incertitudes auxquels nous faisons face. Et ensuite, par rapport aux contraintes qui sont les nôtres, voir notre capacité à transformer ces contraintes en ressources ou en opportunités. Et donc, je crois vraiment que ce qui est important à l'heure actuelle avec cette pandémie de Covid, c'est jauger notre capacité, la capacité de nos entreprises, de nos économies, de nos sociétés, non seulement à faire face, mais à voir comment est-ce qu'elles peuvent tirer parti de ces incertitudes, de ces impacts, pour construire des formes de prospérité partagée. Et c'est pour ça que, à mon niveau, dès le mois de mars, j'ai réuni des intellectuels africains, des chercheurs, des artistes, des activistes, pour dire, attention, ne pensez pas que l'Afrique, parce que vous avez une lecture ultra pessimiste de l'Afrique, va sombrer du fait de cette pandémie. Au contraire, ça va être une opportunité pour l'Afrique de montrer qu'elle a les ressorts suffisants pour construire une prospérité et être dans ce que j'appelle à équidistance des autres puissances mondiales. Donc je crois vraiment que la résilience, nous pourrons revenir plus tard sur des exemples précis concernant le Togo et l'Afrique. La résilience, c'est un concept vraiment que vous avez bien choisi pour cette session. Merci beaucoup. Je pense que la tenue même de ce salon pendant cette période, c'est un réel exemple de résilience. C'est vraiment à saluer. Nous allons aller vers l'île Maurice, rencontrer Monsieur Chamrou. Bonjour les amis. Oui, bonjour. Alors, vous allez nous introduire un peu le sujet. Je crois que comme vous avez beaucoup travaillé avec les institutions nationales, internationales et les États, vous allez peut-être nous dire un peu quelles sont les prédispositions que les États doivent mettre en place pour encourager et pour favoriser la résilience des jeunes entrepreneurs. Merci, monsieur le modérateur. Je pense que le mot la résilience a pris un nouveau départ après le Covid-19. Malheureusement, c'est pas la fin des temps, ni c'est le compte à rebours de l'économie mondiale ou régionale, mais tous les gouvernements, toutes les entreprises et toutes les familles ont pris des mesures pour pas seulement gérer la crise, pas seulement de traverser la crise, mais surtout de rebondir et grandir de cette crise. Le Covid-19, certes, a présenté des défis assez conséquents, mais il y en a des opportunités. Exactement. Et comme mentionné par des prédécesseurs, il y en a des entrepreneurs qui ont pris le devant. Il y a maintenant tout un système de commerce en ligne qui a vite pris le devant. Et effectivement, ça montre que la société,
les économies et même la famille ont la capacité de sortir de cette crise et même de grandir. Alors, pour moi, je vais essayer de parler de la résilience économique, que ce soit des décisions prises par les différents gouvernements où moi je suis consultant, et aussi un peu des réflexions qu'il en a dans d'autres pays. Je veux m'atteler beaucoup plus sur le développement du Togo par rapport aux économies bleues. L'économie bleue avec l'agriculture peut nous montrer le chemin de cette résilience économique que le Togo peut développer et même exporter. Merci, Monsieur Chamreau. Donc, je vais, notre dernier intervenant qui est à Paris, le coach Yves Ejui. Nous vous donnons Yves. Monsieur Ejui en ligne. Alors, en attendant, on a un petit... Monsieur Ejui. D'accord. Monsieur J, vous avez la parole pour introduire le sujet et puis nous donner, en votre qualité de coach, nous donner les prédispositions, comment est-ce qu'on peut composer avec ce concept-là pour sortir gagnant. D'accord. Merci pour cette invitation et pour justement la participation à ce panel d'éminents matières grises, je dirais, parce que nous avons Monsieur Tchodi avec nous, nous avons Madame Igwe, nous avons Professeur Kakon Bouko, nous avons plusieurs personnes en fait qui sont connectées et merci pour l'invitation. Avant j'aimerais justement en fait qu'on aborde le sujet avec une note positive. Et le professeur Kako en a parlé tout à l'heure, c'est que nous sommes aujourd'hui dans une crise sanitaire qui s'est transformée en une crise économique. Et donc, il y a la panique partout, c'est tout à fait normal parce que économiquement, il y a eu des millions en fait, de chômeurs. Aux États-Unis, on parle de plus de 40 millions, en France, on parle de plus de 10, et en Afrique, l'estimation aujourd'hui est à peu près à 30 millions en fait, de chômeurs dus à cette crise. Et c'est tout à fait normal qu'il y ait panique à bord. Mais la question qu'on pourrait se poser pour justement aboutir à une note positive, c'est de se dire, est-ce que c'est la première fois que le monde connaît ce type de crise violente? Absolument. Je ne pense pas. Absolument pas. Parce que quand on regarde en fait dans le passé, vous allez voir que il y a eu par exemple le choléra, il y a eu la fièvre jaune, il y a eu la fièvre espagnole qui a tué, qui a décimé plus de 40 millions de personnes en fait en Europe au siècle précédent. Et comme je disais tout à l'heure, la fièvre jaune en Afrique qui a tué quand même pas mal, en Asie également. Mais qu'est-ce qui a fait que nos prédécesseurs ont pu rebondir? C'est tout simplement la résilience. Et ce n'est plus le moment de revenir encore là-dessus parce que mes prédécesseurs ou mes collègues, en fait, l'ont très bien illustré. Et j'aimerais justement, en fait, zoomer sur le mot crise. En chinois, quand vous prenez le trigramme ou bien, je dirais, le caractère qui représente crise, c'est composé de deux éléments. C'est composé d'un élément qui veut dire danger et l'autre qui veut dire opportunité. Donc, lorsqu'il y a une crise, comme nous sommes en train de la vivre en ce moment à travers la crise en fait, du Covid, c'est à vous de voir quel est le côté que vous voulez regarder. Donc, c'est un changement de mentalité, c'est une flexibilité et c'est une décision personnelle. Parce que tout à l'heure, Madame Igwe a touché du doigt le sujet en disant c'est un choix. Ça ne veut pas dire qu'il y a une négation de la situation, mais c'est de se dire bon, voilà, la situation est telle que nous sommes en train de la vivre.
qu'est-ce que je peux faire pour transcender la situation et aller à quelque chose de beaucoup plus positif. Donc, comme exemple, nous pouvons voir, il y a le Japon en 1945 qui a été totalement détruit. Nous avons les dragons qui en 1945 étaient au même niveau qu'un certain nombre de pays africains, mais c'est qui ont transcendé la situation et ce sont des exemples de résilience. Et je pense que l'Afrique a tout ce qu'il faut justement pour faire face à cette situation, et y compris le Togo, bien sûr. D'accord, merci Monsieur Ezui. Alors, je rappelle que les internautes sont en train de nous suivre aussi et éventuellement vous aurez des questions. On va m'amener une liste de questions tout à l'heure que je vais vous poser à tour de rôle. Est-ce que la résilience peut être beaucoup plus efficace selon qu'on se trouve au Togo, par exemple, ou qu'on se trouve au Canada? J'aimerais bien adresser cette question au professeur Kakonou Bouko pour son analyse. C'était un peu ce que je voulais savoir sur la prédisponibilité, les dispositions que les dirigeants devaient prendre pour encourager les entrepreneurs. Oui, ce qui se joue dans les réponses à la crise et donc la capacité de faire preuve ou non de résilience, c'est d'abord bien identifier les filets de sécurité dont on dispose. Si vous prenez un pays comme le Canada, vous allez voir que les politiques publiques, de par leur puissance, mettent en place beaucoup d'éléments qui vont permettre de faire face via l'État ou les États, puisqu'il s'agit d'une fédération, à la crise. En France, par exemple, on a quasiment nationalisé les salaires via le dispositif de chômage partiel qui permet à quelqu'un qui ne travaille pas de garder 80% de son salaire. Bon. Donc, quand vous prenez les pays africains, notamment le Togo, notre espace fiscal, mais je parle sous le contrôle de M. Toudier, notre espace fiscal ne nous permet pas de faire une telle réponse en termes massifs, comme peuvent le faire les pays développés à économie de marché. En revanche, le fait justement que nous ayons 70 à 80% de nos jeunes qui sont dans le secteur de l'économie populaire, ça permet une flexibilité qui va, contrairement aux pays développés à économie de marché, nous permettre, nous, de nous adapter plus rapidement. Et Mme Higuet parlait tout à l'heure des jeunes qui se sont mis à fabriquer du gel hydroalcoolique, des savons. Et donc, nous avons, si vous voulez, les avantages de nos faiblesses. Nous n'avons pas des États-providence, mais en revanche, nous avons une population jeune, réactive, flexible, qui peut, à sa manière, répondre à ce défi. Et puis, il y a quelque chose que je voudrais mettre en évidence rapidement, c'est que nous avons, via Ebola, via le VIH-Sida, via toutes les maladies infectieuses que nous connaissons en Afrique, nous avons su développer des capacités de politique publique en matière de santé publique qui nous permettent aujourd'hui de répondre à la crise beaucoup mieux que ce que les Cassandres pensaient de l'Afrique. Et donc, ce qui, moi, m'impressionne, c'est cette capacité des pouvoirs publics africains à faire face à cette crise parce que nous avons développé des formes de résilience issues des crises passées. Et Yves Ezui en parlait tout à l'heure. D'accord, merci. Peut-être que monsieur le commissaire général va aller dans le même sens. Effectivement, et comme l'a dit le professeur Ngoko, c'est vrai que les grandes puissances économiques de marché ont débloqué d'énormes enveloppes financières pour relancer leur économie. Et quand on regarde chez nous au Togo, on était
également en session pour l'Ouest africain parmi les administrations fiscales. On en a eu aussi au niveau continental parmi nous, les chefs d'administration fiscale. C'est pratiquement les mêmes mesures au Togo, en Afrique de l'Ouest, au niveau continental, de relance un peu de l'économie. Et c'est-à-dire que les gouvernements ont beaucoup agi sur certaines faveurs fiscales ou des accompagnements financiers à travers les banques centrales, mais c'est beaucoup moindre par rapport à ce qui est fait dans les autres pays développés où des enveloppes colossaux ont été débloquées. Qu'est-ce que nous avons remarqué, puisque après quelques mois, nous faisons régulièrement les situations et l'administration fiscale est à une position où elle peut évoluer l'état de l'économie. Parce que selon les recettes mobilisées, ça nous indique quand même l'état de l'économie. Ce que nous avons remarqué, c'est que au départ, les premiers mois, disons que les petites entreprises, les infirmiers ou autres, ont beaucoup suivi de la crise. Exactement. Mais ils se sont beaucoup plus adaptés. Et vous comprendrez normalement, comme l'a dit le professeur Nukaku, quand vous êtes petit, vous pouvez facilement vous adapter plus rapidement. Et vous savez que dans le secteur informel, c'est le génie qui est là et changer d'une activité à l'autre, d'un secteur à l'autre, c'est beaucoup plus facile que une grande structure qui est déjà établie dans ce domaine. Exactement. Donc la capacité de l'Afrique, c'est du fait que, comme l'a dit le professeur Nukoku, nous avons tiré l'avantage de notre faiblesse, du fait que le formel est assez grand. Nous avons une pépinière de petites structures qui ont su en même temps rebondir et s'adapter. Ce qui fait qu'au niveau économique, disons que vers fin mois d'août et vers fin septembre, quasiment nous retrouvons en pleine activité au niveau de notre pays, même de la sous-région au niveau continental. Il faut aussi saluer que l'impact de la crise n'a pas été la même au Togo qu'au Canada ou dans d'autres pays. Sûrement, certainement grâce aux efforts du gouvernement dans le respect de la pratique des mesures barrières. Madame Igwe, on était en train de parler tout à l'heure des activités qui se sont créées rapidement autour de cette pandémie et qui ont généré quand même des ressources intéressantes pour certaines familles. Quelle appréciation vous en faites? Bon, je pense que, comme l'a dit le professeur Nubupo, nos faiblesses nous a conduit vers les opportunités. Et je pense que on a pu saisir les opportunités. Parce qu'on peut avoir les opportunités aussi et ne pas les saisir et les saisir. Et je pense que tout à l'heure, vous avez demandé si la volonté seule suffit. Je dis que non. Et ce qu'on a essayé de décrire, c'est qu'on a passé à l'action. Et là, on dirait que, on sait que ce n'est pas juste un souhait, mais on doit faire quelque chose. Vous savez, pour avoir une capacité vraiment de réagir devant une crise, c'est d'être conscient, d'accepter, d'être flexible et d'accepter que, franchement, le changement est là, c'est inévitable, je dois m'adapter. Et je pense que tous les jeunes entrepreneurs qui se mettent dans cet esprit, c'est eux qu'aujourd'hui peuvent dire, ah oui, certes, il y a Covid, certes, il y en a eu beaucoup de situations, mais aujourd'hui, avec la capacité de réfléchir autrement, on a commencé à même évoluer vers une nouvelle façon de faire des choses. Exactement. Et je pense que c'est ça que moi je trouve dans ce qui s'est passé ici au Togo. Il y a des gens qui ont, par exemple, moi je saluais le programme Novici que le Togo a mis. Il y a les gens qui ont dit, ah oui, c'est quoi cette histoire, c'est petit. Mais les gens en avaient besoin à ce moment-là, cet soutien. Donc, la capacité d'avoir des petits projets et choses pour soutenir votre population, c'est quelque chose qui est important parce que c'est-à-dire que vous connaissez votre population. On n'est pas dans, comme l'a dit le commissaire, dans une grande économie, mais on est dans une économie qui arrive
à gérer sa situation. Et je pense que c'est ça qui est important et c'est ça que nous-mêmes, en tant qu'entrepreneurs et les autres entrepreneurs, doivent mettre dans nos têtes en allant en avant parce qu'on ne sait pas quel type de situations on va rencontrer encore dans l'avenir. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui, peut-être ils étaient petits pendant la crise Ebola, ils s'est grandi maintenant dans le Covid-19. Exactement. Merci beaucoup, madame. Il est question de se relever, de ne pas rester là où on est tombé et de faire face à l'adversité avec courage et certainement les moyens dont on dispose. Parce que c'est ça, il n'y a que ça pour mettre dans la balance. Retour aux îles Maurice. Monsieur Chamreau. Allô? Est-ce qu'il Pour des discussions développées par mes prédécesseurs, oui. Le gouvernement mauricien a effectivement pris des initiatives au niveau fiscal et entrepreneuriat pour mater les défis du Covid-19. D'abord, on a eu tout ce qui est action budgétaire pour stabiliser l'économie avec des contributions pour couvrir les salaires de base de l'emploi. Okay. Le gouvernement a effectivement payé 50% des salaires de base pour tous les employés, que ce soit dans le formel ou informel, pendant 4 mois. Et différents textes de loi ont été amendés pour protéger la société vulnérable, surtout les commerces. Mais ce qui est aussi important, c'est que la Banque centrale de l'île Maurice s'est venue à la rescousse de l'État avec une contribution extra-budgétaire de plus de 3 milliards de dollars. Et avec ça, le gouvernement a d'abord essayé de faciliter le finance des entreprises locales qui sont principalement basées sur l'exportation. Et la crise a été très, très sévère avec les sociétés exportatrices parce qu'on doit d'abord importer des intrants, les transformer et l'exporter. Et toute cette chaîne de valeur était complètement coupée. Alors là, l'État a fait des contributions essayer de sauver les entreprises. Mais beaucoup plus important, c'est qu'on a créé un fonds d'investissement qui vont investir dans des sociétés pour sauvegarder l'emploi et aussi pour encourager des sociétés mauriciennes à investir en Afrique. Parce que l'économie mauricienne dépend beaucoup sur l'Afrique. Et là, il y a cette initiative d'encourager des sociétés mauriciennes à investir en Afrique, de produire en Afrique. Alors, il y a eu d'actions politiques très fortes. Le code d'investissement a été amendé pour encourager d'investissement étranger direct, beaucoup plus souple, beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficiente. Alors, on a pris des décisions assez fortes pour contrecarrer les effets de Covid. Et je dirais que les premiers résultats montrent qu'effectivement la résilience s'est développée d'une part par des nouveaux entrepreneurs, les petits et moyens entrepreneurs, qui ont commencé à produire ce que nous importions. Et là, le message de consommer local est devenu très fort. Et maintenant, c'est au-delà de consommer local, exporter des produits qui sont faits à l'île Maurice. Alors, on a pris quand même des mesures assez fortes, mais ça pèse lourd au niveau du budget. Oui. Et je ne serai pas dans la place de mon ami de OTR parce que, effectivement, ça pèse lourd. Merci. Donc, on comprend quand même que chaque État
certainement en fonction de ses moyens, en fonction de sa politique, a riposté à des degrés différents. Il y a M. Ejui qui voulait partager une expérience avec nous quand il introduisait tout à l'heure face à la venue de la COVID-19. Est-ce que ça a changé un peu votre manière de travailler? Oui, totalement, parce que on en a parlé tout à l'heure. On disait que on a démontré en fait par le passé que cette situation de Covid a entraîné un changement de paradigme. Parce que professeur Kako en parlait tout à l'heure en disant que en donnant la citation de Darwin qui disait les personnes en fait qui perdurent dans un système, ce sont des personnes en fait qui s'adaptent. Et dans une entreprise également, c'est la même chose. Donc, il serait, je dirais aujourd'hui, suicidaire, le mot, je pèse bien mes mots, au niveau d'une entreprise, de continuer comme avant, c'est-à-dire de se dire, cette situation va passer et bon, mes collaborateurs viendront au travail comme d'habitude. Il est temps aujourd'hui justement de changer de paradigme et de travailler par exemple au niveau d'aborder le télétravail, de changer également son business model. Mais avant d'aller là, parce que peut-être qu'on aura l'occasion en fait d'en parler, mais je m'arrête d'abord sur le télétravail. Le télétravail aujourd'hui, peut-être qu'il y a certains en fait qui voient cela comme une sous-performance, mais non, parce que ça dépend de comment nous abordons la situation et de quels sont les objectifs que nous assignons à nos collaborateurs. Exactement. Si vous demandez à un collaborateur de vous fournir 10 à la fin de la journée, qu'il soit à l'intérieur ou qu'il soit à l'extérieur, à la fin de la journée, vous l'appelez et vous lui demandez « Est-ce que vous avez produit 10 ?» Donc, c'est juste une question de changement de travail. Mais quand on arrive à ce niveau, il est important de ne pas s'enfermer dans les pièges de l'activité. Parce que c'est quoi les pièges de l'activité? C'est le fait qu'on a l'impression que le fait d'arriver au bureau à 7h et de partir à 19h, on a travaillé. Mais non, il faut être fixé sur les résultats. Donc, la COVID-19 nous a montré que nous devons revenir à une gestion sur les résultats et que les entrepreneurs doivent plus en fait fixer des objectifs et regarder les choses du point de vue quel est le feedback ou bien quel est le résultat en fait que je tire en fait de la situation. Et nous, à notre niveau, au niveau de l'organisation de Fort Management, c'est quelque chose que nous avons mis en place depuis mars. La plupart de nos collaborateurs en fait travaillent à distance et nous nous sommes rendus compte qu'on a même beaucoup plus performé que d'habitude. Exactement. C'est un exemple et il y a plusieurs personnes qui sont dans le cas. Donc, en synthèse, ce que je peux dire, c'est qu'il y a un changement de mentalité et il faut être flexible et il faut apprendre également à piloter ce changement parce que une opportunité peut passer à côté de vous, mais vous risquez de ne pas saisir parce que vous ne savez pas comment conduire ce changement. Exactement. On aura peut-être l'occasion d'en parler. D'accord. Sauf qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Professeur Kako Nubupo, est-ce que nous constatons quand même que les changements structurels, ça vient souvent comme des chocs. Personne ne s'y attendait et puis boum, Covid est arrivé, on ne s'attend pas et puis la guerre arrive. Est-ce que vous pensez qu'on peut quand même se préparer à des circonstances comme ça? Oui, tout à fait. Et je rebondis sur ce que vient de dire Monsieur Ejui. À l'heure actuelle, nous pensons que la reprise de l'économie ne va pas se faire en V ou en U, comme on avait l'habitude de l'envisager, mais plutôt en K. C'est-à-dire que la branche supérieure du K, ça va être les entreprises du numérique qui profitent déjà énormément. En particulier, là, nous sommes en visioconférence. Monsieur Ejui a parlé de télétravail tout à l'heure. On voit bien les secteurs qui vont profiter de cette crise. Et puis, il y a la branche inférieure du cas où vous allez avoir des secteurs comme le transport aérien qui vont forcément pâtir de cette crise parce qu'on sait déjà que le tourisme de masse ne va pas continuer tout de suite. On prévoit une reprise du transport aérien seulement en 2026 parce que les gens auront peur de voyager, les conditions de déplacement seront de plus en plus compliquées. Donc, il y a de toute évidence
à faire un travail que moi j'appelle un travail de prospective. Et là, je parle spécifiquement du Togo, même si c'est quelque chose qui dépasse le Togo. Nous devons absolument faire un travail sur les différents scénarios. Moi, je suis, comme vous le savez, un ancien ministre de la prospective. Exactement. On avait travaillé sur la vision Togo 2030. Et qu'est-ce qu'on disait dans le cadre de ce travail? On disait, il faut qu'on identifie pour le long terme les tendances lourdes, ce qui porte l'économie togolaise, les signaux faibles, ce qui est en train de monter, mais qui n'est pas encore totalement visible, et enfin les facteurs de rupture. Et si on fait ce travail, ça va nous permettre de construire les différents scénarios. Un scénario pessimiste. En février 2019, lorsqu'on a commencé à discuter et à même parler du PND, je sais que je ne me suis pas fait beaucoup d'amis parce que j'avais dit, attention, je ne vois pas le scénario pessimiste dans le PND. On va en parler cet après-midi, je sais, avec mon ami Malik Nakaba. Mais j'ai dit d'emblée, et s'il se passe quelque chose d'imprévu, qui soit négatif, est-ce que nos prévisions de croissance pour le Togo vont se réaliser? Et donc, vous voyez, le Covid montre aujourd'hui que nos prévisions ne pourront pas se réaliser. À l'échelle du monde, en Afrique, nous pensons que nous allons perdre 12% du PIB africain, c'est-à-dire 300 milliards de dollars. Bon. Donc, vous voyez tout de suite que l'importance pour le développement d'un pays, c'est de mettre l'accent sur la prospective, parce que ça nous donne les scénarios à partir desquels nous pouvons construire les stratégies, et suivant l'état du monde qui va se réaliser, nous saurons d'emblée quelle est la stratégie à mettre en place. Et pour finir sur une note positive, moi je pense aujourd'hui que la chance que nous avons pour l'Afrique, c'est l'intégration régionale. Et je crois pour deux principaux motifs. Le premier, c'est que c'est un espace de mutualisation des risques et d'expression de notre solidarité. On voit aujourd'hui que nous avons les mêmes problèmes, que nous faisons face aux mêmes défis et que nos États sont trop petits pour certains des problèmes. Et donc, ensemble, on peut être beaucoup plus percutant et beaucoup plus performant. Et puis, dernière chose, par rapport à cette intégration régionale, moi, je crois que cette crise de Covid, ce qu'elle nous montre, au fond, c'est qu'on a tort d'avoir des complexes d'infériorité par rapport au monde dit développé. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes tous dans les mêmes incertitudes. Et l'Afrique a 3% des décès au niveau mondial, alors que nous avons 17% de la population mondiale. Donc, ça veut dire que l'Afrique résiste mieux que le reste du monde. Exactement. Mais par rapport à ce type de constat, les gens qui ont toujours des complexes d'infériorité, ils vont dire que l'Afrique a eu de la chance. Moi, je dis non. Non. C'est parce que nous avons des éléments objectifs de résilience. 40% de la population a moins de 15 ans, par exemple. Vous voyez? Et donc, il faut qu'on se saisisse de nos opportunités et sans faire de complexe, être au cœur de la nouvelle dynamique mondiale. Et moi, je suis sûr qu'on va y arriver et le Togo doit jouer sa partition dans ce concert des nations. Merci beaucoup. Nous continuons, nous approchons la fin de notre panel. Nous allons faire un tour de table pour, on va commencer par Madame Igwe, si on devait s'apprêter pour un état d'esprit, si on devait donner des conseils à nos entrepreneurs, si on devait insister sur la nécessité de toujours se relever dès qu'on est tombé, parce qu'on continuera quand même par tomber, qu'est-ce que vous nous direz? Merci beaucoup. Je pense que deux choses très rapidement. Je suis 100% d'accord avec M. Ezui, mon collègue, et aussi avec professeur Noubopo, surtout par rapport à la question de complexe d'infériorité que les gens... Je pense qu'on doit travailler notre psychologie.
Et je pense qu'on est aujourd'hui une société, une famille, une personne ne peut pas évoluer au-delà de la mentalité de son promoteur ou son papa ou sa mère et tout. Parce que c'est l'éducation qui est à la base. C'est quel type d'éducation, c'est quel type d'orientation qu'on donne aux enfants à partir de leur bas âge. Le Togo, nos pays, doivent commencer maintenant à enseigner l'entrepreneuriat. Ce n'est pas juste on vous donne l'argent. Il faut cette mentalité. Il faut la mentalité qui vous permette à pivoter, qui vous permette à être flexible, adaptable et oser de prendre des risques. Parce que quand on voit les gens, vous leur donnez l'argent, même ils ne savent pas, il faut que vous soyez, il faut que vous saviez ce que vous cherchez dans votre propre vie d'abord, avant de dire ce que l'État va faire, ce que l'autre personne va faire, mais c'est une orientation basée sur le type d'éducation. Donc pour moi, aujourd'hui, on doit apprendre à tous nos enfants à vivre avec une mentalité que demain, il peut avoir un risque, demain, il peut avoir un choc. Qu'est-ce que moi je peux faire? Quels sont mes talents? Comment je peux le développer? Comment je peux le traduire en quelque chose d'économique et arrêter à chercher des diplômes. Je ne dis pas ne pas aller à l'école, mais je dis il ne faut pas vivre avec le papier, mais il faut faire que votre papier vive pour vous. Merci beaucoup. Donc je comprends qu'il faut avoir du mental, de la force mentale, il faut avoir une éducation qui est orientée vers la prise de risque aussi, et une éducation qui oriente vers l'entrepreneuriat. Monsieur Philippe Tchodié. Merci. Moi, je voulais simplement faire surtout un clin d'œil aux jeunes entrepreneurs togolais, d'autant plus que il y a beaucoup qui ont concouru pour ce salon fertile, salon Ferrin, parce que, comme vous le savez, au Togo ou ailleurs, hein, et nous l'avons largement dit, et le professeur Kakou nous a l'a révélé, c'est-à-dire chaque situation, c'est l'adaptation par rapport aux incertitudes. Les incertitudes, il y en a, il peut y avoir majeur comme Covid-19, mais il y en a d'une façon permanente. Donc, la stratégie de chaque entrepreneur, qu'il soit grand ou petit, doit s'ajuster à s'adapter à des incertitudes, qu'elles soient petites ou majeures. Et en ce sens, ça veut dire quoi? Si je prends le cas d'un entrepreneur togolais, c'est s'informer en permanence et avoir une stratégie de réponse à des incertitudes. Et le Premier ministre britannique disait qu'il n'y avait pas de crise, il n'y a que des opportunités. Tout à l'heure, Ezul a dit, dans une crise, il y a danger, il y a opportunité. Donc, je rappelle à nos jeunes entrepreneurs que chaque crise est une opportunité sérieuse à saisir. Et nous l'avons vu, hein, et même ce salon que nous faisons maintenant a permis d'élargir. Nous avons les gens qui sont en France qui n'auraient pas pu intervenir dans ce salon avec cette qualité. Nous avons les gens à l'île Maurice. Donc tout peut s'adapter et saisir les opportunités qui se présentent. Je voudrais également faire un clin d'œil sur les dispositifs mis en place par le gouvernement et ses partenaires pour appuyer les jeunes entrepreneurs durant cette crise de Covid-19. Comme vous le savez, le gouvernement, ensemble avec ses partenaires, que ce soit les banques centrales, a essayé de répondre et aider les jeunes entrepreneurs à rebondir. Madame Idje l'a dit, du point de vue des appuis financiers, il y avait Novici, mais également, ça se trouve dans un secteur social, donc il y avait Novici pour les accompagnements financiers, mais il y avait aussi des dispositifs qui sont prises pour accompagner des familles vulnérables qui sont également liées à la prise en charge des factures d'électricité, d'eau, etc. Mais il y a également des accompagnements au niveau fiscal et qui ont consisté en plusieurs mesures, puisqu'il y a une ordonnance qui a précisé les mesures prises pour accompagner les jeunes entrepreneurs ou les entrepreneurs d'une façon générale. On peut revenir sur les détails, mais cela consiste à ne pas aller à des recouvrements assez corsés, mais à étudier au cas par cas selon des difficultés de chaque entreprise et autres, mais avec également les abattements, le renoncement à certains impôts
et également les abattements sur certains impôts. Il y a aussi également au niveau financier avec les banques centrales hautes qui ont constitué également accompagner les entreprises du fait que des fonds ont été mis pour essayer d'accorder durant cette période de crise des appuis financiers et avec un échelonnement assez conséquent pour pouvoir accompagner les entreprises à faire face aux besoins de financement et également à la prise en charge de leurs frais sociaux. Donc, pour dire aux jeunes entrepreneurs que certes, c'est une crise, mais c'est également des opportunités pour chacun des autres, surtout avec les mesures que le gouvernement et ses partenaires ont essayé de mettre en place pour les accompagner. Merci. Merci, monsieur Todier. Je vais plutôt aller directement aux questions des internautes. Nous en avons une dizaine. Je crois que ça nous permettra de meubler le reste du temps. Un internaute voudrait savoir s'il y a une leçon à tirer de cette pandémie de Covid-19. Qui veut bien répondre? C'est quand même assez généraliste comme question. Sur quel aspect? Aspect social, aspect économique, aspect contact humain. Mais de toute façon, si quelqu'un veut prendre la parole. Je pense que la leçon à tirer, il y en a, comme vous l'avez dit, il y a plusieurs leçons à tirer, il n'y a pas une à tirer, selon ce que chacun, selon son domaine d'activité, et chacun selon ses orientations, il y en a plusieurs. Mais je pense que durant ce panel, nous l'avons essayé de cerner tous les aspects. Comme on l'a dit, par la définition des crises même, c'est danger, opportunité. Et par l'attitude face à cela, Madame Higué a dit c'est un choix. Et le professeur l'a dit, c'est l'adaptation à des incertitudes. Et les certitudes, on n'est jamais certain en tant qu'être individu, on n'est jamais certain. Donc à tout moment, c'est face à des incertitudes que nous devions nous ajuster. Exact. Donc disons que pour un jeune entrepreneur ou un individu, une structure, disons qu'une crise est à la fois tout ce qu'on vient de dire là. Et à tout moment, l'individu, la structure ou la société doit se préparer à faire face. Que ce soit des crises majeures ou anodines, mais c'est des crises quand même auxquelles il faut toujours s'adapter. D'accord. Peut-être un complément de la part de M. Chamreau, non? S'il y a une leçon à tirer de la pandémie Covid-19. Est-ce qu'il est là? D'accord. Une autre question. Si quelqu'un d'autre a une intervention à faire sur cette question. Apparemment, ils ne sont pas là. Une question. La question de... Oui, des s'il y a une leçon à tirer. Moi, je veux bien juste rappeler que, comme l'a dit le commissaire, ça dépend. Il y a plusieurs leçons à tirer, mais je pense que au niveau même humain, d'un être humain, de se rappeler que sa vie est une vie, je dirais, c'est incomplète, quoi. Ce n'est pas, vous ne pouvez pas vraiment séparer votre carrière, votre profession, votre chose. Il faut prendre tout dans un ensemble. Oui, un ensemble. Et prends soin de toi, comme l'a dit le thème. L'homme est au cœur de croissance de l'économie. Il faut que l'homme existe pour avoir toute cette possibilité d'accroître économiquement et tout. Mais si l'homme n'est pas bien portant, si l'homme ne respecte pas des barrières et tout, on va avoir beaucoup de plus de crises. Et c'est ça qu'on voit même dans beaucoup de pays aujourd'hui qui ont banalisé cette question de Covid-19. D'accord, je crois que les autres panélistes ne sont pas là. Ils vont nous rejoindre certainement. Peut-être poser toutes les questions et chacun de rebondir comme ça. D'accord. Donc, on dit, vu les interventions du professeur Nouboupa et de M. Tchodier, devons-nous comprendre que la résilience de l'économie africaine face à cette crise passe par la transformation des pays africains en start-up? En attendant que le professeur se connecte. Oui, start-up, je ne sais pas. Oui. Ok. Allez-y, professeur. Ok. Non, moi je vais plutôt dire un mot sur
la transformation structurelle des économies africaines. C'est-à-dire que ce que cette crise nous montre, nous enseigne, c'est que les chaînes de valeur mondiales ne doivent pas être des chaînes de dépendance pour l'Afrique. C'est-à-dire que nous n'allons pas continuer à importer 95% de nos médicaments de l'Inde ou de la Chine. Parce que vous avez vu comme moi qu'au début de la pandémie, on a eu un blocage de toutes les chaînes logistiques mondiales. Et au contraire, les pays africains qui ont pu vite répondre à la crise, ce sont des pays qui ont vraiment misé sur l'économie de proximité. Madame Higué parlait tout à l'heure de l'initiative Novici au Togo, mais il y a aussi cette petite agriculture périurbaine qui a pu permettre de fournir, malgré le confinement, de quoi vivre à nos compatriotes. Mais donc, l'idée, c'est de dire, on ne va pas continuer à exporter nos matières premières pour que le reste du monde se développe. Il faut que nous, Africains, nous valorisions sur place nos matières premières. C'est comme ça qu'on va créer la valeur, c'est comme ça qu'on va créer les emplois, et ces emplois vont permettre les revenus, et ces revenus vont permettre à M. Tchodié d'avoir les impôts dont il a besoin pour que les politiques publiques togolaises soient bien financées pour l'intérêt de toute la nation. Merci. Oui, ici, il demandait si la question, si la crise devait... Est-ce que nous devons comprendre que la résilience de l'économie africaine face à cette crise passe par la transformation des pays africains en start-up? Moi, je pense que ça dépend des secteurs, hein, comme le professeur l'a dit, mais c'est des opportunités à saisir et à s'adapter. Et vous vous souvenez que, vous savez, c'est à chaque crise que les grandes réalisations se font. C'est après les premières guerres mondiales que l'aviation s'est développée. C'est après la Deuxième Guerre mondiale que les colonisations sont arrivées. Disons que cette crise sanitaire qui se transforme en crise économique, peut-être après ça, nous aurons notre indépendance économique, puisque depuis, on a eu l'indépendance politique et on espère toujours avoir cette indépendance. Je pense que c'est l'opportunité de se décomplexer face au monde. Qui aurait cru que on va faire couvre-feu à Paris, à Londres et autres, quand Lomé, on sort 24 à 24, on se promène. Je pense que c'est l'occasion de se décompresser et vraiment de saisir toutes les opportunités qui se présentent. Que ce soit les startups ou que ce soit les industries aéro ou quoi, moi je pense que c'est l'occasion. Et que l'Afrique, vu sa jeunesse, le professeur l'a dit, nous avons les opportunités et les capacités de les saisir. Donc il faut saisir chaque opportunité, transformer les situations. Et un complément éventuellement, ou je continue avec une autre question. Alors, quelle démarche pour surmonter les difficultés ou les transformer en opportunités? Avec quels moyens? J'ai pensé à M. Ejui. Pour répondre à cette question en premier, éventuellement, ça va être complété s'il est connecté. Est-ce que vous m'entendez? Je reprends la question. Non, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. D'accord. Avec quels moyens? Je pense que, avant de répondre à la question, je souhaiterais rebondir sur ce que Madame Igwe avait bien dit et bien précisé. En fait, quand tout ce qu'on a dit, vous allez remarquer que la résilience est une décision. Parce que vous pouvez ne pas regarder l'opportunité ou bien décider de ne pas regarder l'opportunité et de regarder que le danger. Et je pense également qu'avant de répondre à la question, il faut comprendre qu'il y a une analyse qui a été faite par une université américaine en psychologie et qui est arrivée à un résultat en fait très pertinent qui disait que la vie d'une personne, c'est 20% de déterminisme en quelque sorte, c'est-à-dire vous choisissez pas votre famille, vous choisissez pas votre pays et vous avez 80% qui est déterminé par vous, par votre persévérance, par tout ce que vous faites et donc par les opportunités que vous saisissez. Donc ce qui fait que pour pouvoir s'en sortir, quels sont les moyens? Il faut d'abord une prise de conscience. Il faut se dire, voilà la situation est telle que,
moi, j'ai décidé de m'en sortir. Comment s'en sortir? C'est ça la question, je pense. C'est d'abord, en fait, bâtir sa confiance, c'est de réaliser que chaque personne a quelque chose de très important à apporter, que ce soit dans son entreprise, que ce soit dans son pays, que ce soit dans le monde. Donc, réaliser cela et ne pas se départir de ces complexes. Et le professeur Kakon Boupol en a parlé. Il faut se décomplexer et se dire qu'on a quelque chose à apporter. Et aujourd'hui, quand on voit le Togo au niveau de cette gestion, on l'a vu que comparé à d'autres pays, quand bien même les moyens sont moindres par rapport en fait à l'Occident, on s'en est sorti du point de vue global. Maintenant, il faudrait que ce soit la même chose au niveau de l'entreprise, au niveau de l'individu. Deuxième élément, il faut voir les choses du bon côté. Et là, je reviens encore à ce caractère en fait chinois qui veut dire la crise, qui veut dire danger et opportunité. Mais pour pouvoir voir l'opportunité, il est très important pour les entrepreneurs, par exemple, ou bien même au niveau de l'individu, de faire une analyse des menaces qui peuvent arriver et des opportunités, c'est-à-dire quels sont les risques et quelles sont mes faiblesses et quelles sont mes forces. C'est important de faire ce mapping pour pouvoir justement se projeter dans l'avenir. C'est ça qui crée la flexibilité. C'est ça qui vous permet, lorsqu'il y a des chocs, de savoir que vous avez des faiblesses et que vous devez en fait amoindrir ces faiblesses et quelles sont vos forces pour pouvoir justement saisir les opportunités en fait qui arrivent. Donc, il est très important de les connaître et il est très important également de ne pas d'éviter de regarder les risques ou bien les menaces qui peuvent arriver. Et le troisième point, c'est la persévérance. Rien, comme j'ai un ami qui me dit, rien n'est gratuit dans la vie. Vous devez en fait y aller et donc c'est la persévérance. Et enfin, je pense que les moyens, en fait, c'est l'innovation. C'est le fait de pouvoir chercher toujours à créer quelque chose de nouveau, chercher en fait à faire la différence. Donc voilà les moyens en fait qu'il y a. Donc je dirais le moyen premier, c'est le mindset. C'est vous qui décidez de vous dire, je veux y aller, je veux m'en sortir et je veux faire quelque chose de nouveau et je ne veux pas juste regarder le côté négatif en fait de la crise. Voilà ce que je peux répondre. Merci beaucoup. Je ne sais pas si M. Chambrou est toujours avec nous. Il est là? Non, il est déconnecté. Est-ce qu'il peut prendre la parole? Oui, vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Voilà. Je pense que la réponse à cette crise doit venir de l'intérieur. Okay. J'ai bien suivi les recommandations du professeur par rapport au développer une chaîne de valeur locale. Mais je pense qu'il faut mutualiser les ressources régionaux parce que dans l'Afrique, ce que j'ai vu, presque tous les pays ont pratiquement le même secteur, le même industrie ou le même sous-secteur qui se développe. Et là, c'est important de mutualiser des ressources régionaux pour conquérir le marché international. Là, les startups étaient importants, mais beaucoup plus important, c'est tout ce qui est recherche et développement et innovation. Et je pense que le salut va venir du secteur de services. Okay. L'Afrique a une capacité de frappe au niveau des services de grande valeur ajoutée et il faut absolument optimiser les opportunités qu'offre le développement de services à valeur ajoutée. C'est bon? Allô? Allô? D'accord, merci beaucoup. Je crois qu'on a fait le tour des questions que je trouve intéressantes. Alors, le débat, je lis une question, hein. Je crois que ça va être la dernière question et puis après on va finaliser. Le débat est résolument tourné vers les opportunités qui découlent
ou qui peuvent découler d'une crise. Mais concernant la partie négative, comment par exemple les personnes qui ont subi cette crise de plein fouet, en perdant par exemple leur travail ou en faisant faillite parce que justement n'ayant pas pu effectivement faire face à ce changement, peuvent-ils se relever? Je crois que c'est une question à tout le monde. Chacun aura son mot à y dire. Donc c'est la parole à qui veut la prendre, monsieur Tchedi. Merci. En fait, c'est certainement, hein, quand il y a une crise, il y a toujours les dégâts collatéraux et certains peuvent en subir plus ou moins. Et dans un contexte de nos économies, entre-temps, on l'avait dit, dans les pays développés, il y a les stratégies qui ont été mises en œuvre, même des enveloppes colossales ont été débloquées. Et au Togo et en Afrique, hein, que je connais, puisque je disais qu'on a eu des rencontres au niveau sous-régional et autres, et il y a eu des accompagnements, des situations d'accompagnement. Et au cas par cas, ce que moi je demanderais, c'est de désinformer d'une façon appropriée sur tous les dispositifs mis en place par chaque gouvernement et ses partenaires pour savoir exactement qu'est-ce qui correspond à leur situation. Exactement. Et qu'est-ce qu'ils peuvent bénéficier. Dire ça d'une façon générale, à chaque situation, il y a oui quand même des mesures d'accompagnement. Donc il y a toujours le problème de manque d'information qui revient. Oui. Exactement. Je pense que s'informer puis arabe à tout moment, c'est extrêmement important. Donc il y a quand même des dispositifs ou des mesures d'accompagnement qui ont été prévues, aussi bien par le gouvernement togolais et que aussi ou par les partenaires, ces différents partenaires. Et s'informer, je pense que ce serait la première étape à en prendre connaissance. Alors, ceux qui ont subi la crise de plein fouet, quels sont les... Moi, je voulais dire, répondre sur ce que le commissaire a dit, chercher l'information et essayer aussi de ne pas rester bras croisés et dire qu'est-ce que je vais faire. Nous sommes tous dotés de quelque chose. Moi, je donne peut-être un exemple simple. Si vous êtes un jeune ici au Togo et vous avez perdu votre travail et tout, allez aux maisons de la jeunesse pour s'informer, pour parler avec quelqu'un là-bas, pour leur expliquer votre situation. Peut-être à la faillite, il y a des institutions, il y a des agences qui peuvent vous donner l'orientation que vous avez besoin. Mais il ne faut pas rester bras croisés et dire qu'est-ce que je veux faire. S'informer, mais prendre d'action, suivre ça par l'action, faire quelque chose de concret, faire une démarche pour vraiment aller vers les institutions pour chercher un peu plus d'informations. Et puis comme on a dit, puisqu'on est dans une situation de crise, même perdre son travail, ça peut être une situation de crise par laquelle on peut la prendre comme une résilience, même rebondir beaucoup plus. Peut-être que ça va même vers une meilleure opportunité. Donc tout cela, il faut que chacun se mette dans une disposition, comme on l'a dit, de s'adapter et surtout d'intégrer les éléments et de rebondir. Je pense que M. Ezue l'a très bien décrit et il faut que chacun puisse s'en inspirer. Très bien. Avant de conclure, j'aimerais bien si le professeur Kakoun vous prend en ligne, lui donner la parole sur cette question. Ce qui vient d'être dit, je voudrais simplement rajouter l'impératif de solidarité. C'est-à-dire que, à mon avis, ce que nous, les Africains, nous apportons aujourd'hui dans le concert des nations, c'est la force de notre solidarité. Et il faut qu'au niveau de nos politiques publiques, au niveau de nos États, on puisse ressentir cette solidarité. Et c'est pour ça que cette pandémie, elle pose un problème. C'est qu'elle ne vient pas résorber des difficultés que nous avions avant. Au contraire, elle vient les mettre en lumière. Et ce que nous observions
depuis une dizaine d'années, c'est une hausse des inégalités en Afrique. La partie de l'Afrique la plus riche, l'Afrique australe, qui a 3 331 $ par habitant, est en même temps la partie où il y a le plus d'inégalités, puisque vous avez l'indice d'inégalité de Gini qui est de 0,52 là-bas contre 0,40 pour le reste de l'Afrique. Et même quand je prends le Togo, sur les 10 dernières années, nous avons fait les calculs à l'université de Lomé. Nous sommes passés de 0,38 en 2011 à 0,42 en 2019. Ça veut dire qu'il y a un accroissement des inégalités au Togo. Et donc ça doit nous obliger, nous tous, à mettre l'accent sur les politiques sociales. Et peut-être que cet après-midi, vous pourrez en parler au niveau du PND. L'axe 3 du PND doit être renforcé, absolument. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des champions nationaux, des start-upers qui vont être des gens très brillants, qui vont réussir, et puis le reste de la population peut se sentir isolé, peut se sentir non renforcé ou non. Et donc ça, et je sais que Madame Higué sera d'accord avec moi, parce qu'elle en parlait tout à l'heure, il faut construire l'homme avec un grand H. Et je crois que cet homme que nous devons construire, c'est vraiment quelqu'un qui a le sens de l'éthique, qui a le sens de la responsabilité, mais qui a aussi le sens de la générosité et le sens de la solidarité. Parce que nous avons une communauté de destin et cette crise le montre très bien. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je crois que malheureusement, le temps qui nous était imparti est fini. Je vais conclure en disant que nous avons quand même passé en revue tous les aspects, que ce soit sur la résilience ou sur les changements structurels. Et nous avons notamment touché les points sur l'éducation, l'état d'esprit, le fait de saisir les opportunités et les prédispositions, le fait d'aller à l'information. Je sais que ça, au Togo, ça, c'est quand même... est-ce que c'est parce qu'on ne sait pas où se trouve l'information? Est-ce qu'on ne sait pas à qui aller voir pour avoir l'information? Je vais remercier tous les panélistes. On aurait pu prendre beaucoup plus de temps pour finir ce sujet et répondre aux questions, mais je crois qu'on va pouvoir continuer à répondre aux questions en ligne sur les différents liens. Je remercie l'organisation, Monsieur Tchodié, Madame Higué et tous les panélistes qui sont avec nous via Internet. Merci pour cette brillante prestation. J'espère vous revoir très bientôt sur d'autres challenges. Merci. Merci. Mon frère. C'est ça,